C'est un projet d'une ambition assez extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, sauf peut-être le creusement du canal de Suez et de celui de Panama. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, consacré aujourd'hui au gigantesque projet déjà en acte, on peut dire, de la route de la soie chinoise. On verra ce que c'est évidemment dès maintenant, et à ses rapports avec Israël. Pour en parler avec nous en ligne depuis Paris, Daniel Haber, bonjour et shalom. Bonjour, shalom à tous. Daniel, vous êtes professeur d'économie internationale dans plusieurs universités en France, en Israël et aussi en Chine. Vous êtes président de France Pacific Consultant, une société de conseil et d'assistance en développement international spécialisée sur l'Asie. Et puis, outre le fait que vous vous déplaciez avant le corona, j'imagine assez souvent en Chine pour des visites de travail et pour enseigner, vous avez écrit aussi une dizaine d'ouvrages sur la Chine, le Japon et aussi sur Israël, dont entre autres l'ouvrage majeur sur la Chine qui est paru, si je ne me trompe pas, en 2017 et qui s'intitule Chine-Occident, le grand malentendu du XXIe siècle, est écrit en commun avec Zheng Lumian, un universitaire chinois, j'imagine. Et puis, il y a aussi un dernier livre paru en 2016. En fait, ce livre, sa parution, c'était 2010, en fait, pas 2017, je crois. Et le dernier livre que vous avez écrit en commun avec Dan Katarivas, s'intitule Les surprises de l'économie d'Israël. Alors, une fois présenté ce background qui est au cœur de notre préoccupation, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, parce que tous les auditeurs ne connaissent pas exactement, ou alors c'est simplement un titre de presse, mais ne connaissent pas la signification de la nouvelle route de la soie chinoise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son ampleur au plan économique et géopolitique, un projet qui regroupe à ce jour plus d'une cinquantaine d'États en Asie, aussi en Asie centrale et au Moyen-Orient, avec des têtes de pont en Europe? Oui, alors ce projet qui s'appelle en fait les nouvelles routes de la soie, parce qu'il y en a plusieurs, on va y aller. C'est un projet d'une ambition assez extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, sauf peut-être le creusement du canal de Suez et de celui de Panama, qui ont été des changeurs, ce qu'on appelle des game changers, c'est-à-dire des changeurs du jeu économique et du jeu politique. Et là, ce projet qui est porté par la Chine depuis une dizaine d'années, est un projet ambitieux qui n'a pas de délai, ça va s'étendre sur plusieurs décennies, et qui au fond a pour but de relier par des voies de communication, c'est ça les routes de la soie, c'est les communications, des routes, des autoroutes, des voies ferrées, des TGV, des ports, des aéroports, bref, pour décloisonner tout ce qu'il y a entre la Chine et l'Europe. Et ça passe évidemment par l'Asie centrale et par chez nous, par le Moyen-Orient, puisque c'est les routes. Alors, ces routes de la soie, les Chinois l'appellent BRI, Belt, une ceinture, R, c'est une route, la ceinture, c'est la ceinture terrestre, et donc on voit la ceinture, une grande flèche qui ne dit pas exactement où les routes vont passer, parce que tout ça, c'est du détail qui se fera au fur et à mesure. Et puis, il y a une route qui est une route maritime qui va relier la Chine avec le canal de Suez, au fond, qui va passer par l'océan Indien, l'Afrique, parce qu'il s'agit aussi d'inclure l'Afrique dans tout cela. Et puis, ça va passer par le canal de Suez et arriver en Méditerranée et rejoindre l'Europe. Donc, c'est une ceinture et une route qui se rejoignent pour l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que pour les Chinois, l'Europe, c'est le plus grand marché du monde. C'est 500 millions de consommateurs riches. Et ça intéresse les Chinois. Donc voilà le projet. Ce projet est financé par une banque qui s'appelle AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, banque d'investissement des infrastructures asiatiques, 100 milliards de dollars de capital, 50 apportés par la Chine, qui d'ailleurs a la direction générale de cette banque et le siège social qui est à Pékin, et puis une centaine de pays ou d'institutions comme des banques ou des associations qui ont financé tout ça, y compris Israël, y compris tous les pays d'Europe. Le seul pays, les deux grands pays qui n'ont pas
participé à la création du capital de cette banque, c'est les États-Unis, qui sont en conflit avec la Chine, et ils ont réussi à convaincre le Japon d'en faire autant. Donc, à part ces deux grands absents, au fond, tout le monde est d'accord pour que ce projet voit le jour. Il a déjà vu le jour. Il y a déjà une centaine de projets qui ont été approuvés et qui ont des débuts d'application. Et sur les 100 milliards, la banque a déjà investi une bonne vingtaine de milliards. Donc, c'est un projet qui existe et qui est en cours d'exécution. Alors, ne peut-on pas penser, vu l'importance justement de cette route, cette nouvelle route de la soie chinoise, qu'il s'agit en fait d'une stratégie très concertée, très planifiée, de pénétration de plusieurs pays, et je dirais même de sous-continents, puisque ça part de la Chine, ça passe par l'Asie centrale, le Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique, et ça arrive vers l'Europe. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une stratégie très concertée qui s'oppose en fait d'une certaine manière, surtout en ce qui concerne le Moyen-Orient, à la stratégie un peu restreinte de la Russie, qui est une stratégie de présence militaire. La Russie a pris la place des États-Unis, on peut dire, après que l'administration Obama et l'administration Trump, chacune à sa manière, a entamé un retrait de l'influence américaine au Moyen-Orient. La Russie est venue se loger en remplacement en intervenant en Syrie en 2015, il y a donc 5 ans, mais la Chine a des visées beaucoup plus larges et une stratégie de pénétration bien plus solide puisqu'elle s'appuie sur une économie bien plus stable et j'allais dire gigantesque que la petite économie russe en contrepartie. Alors comment vous voyez ce jeu entre aussi la Chine et la Russie au Moyen-Orient? Vous avez très bien délimité les questions et je vais essayer de donner quelques réponses. Sur la Russie, en fait, le projet des routes de la soie, j'ai retrouvé en faisant des recherches un projet similaire porté par l'Union soviétique à l'époque. La seule différence, c'est qu'il n'avait pas les moyens. Vous avez bien dit, la Chine, elle a les moyens. Oui, écoutez, la Chine, c'est la plus grande population du monde. C'est la deuxième et très bientôt la première puissance mondiale. Donc, elle a une ambition et cette ambition, elle est naturelle. Il n'y a pas de pays aussi puissant qui n'ait pas d'ambition. Et cette ambition, elle n'est pas secrète, elle est affichée. Tout ça est porté devant le public mondial. Il n'y a pas de secret. La Chine veut trouver une place qui correspond à ce qu'elle est. C'est une grande civilisation, c'est une grande puissance dans tous les domaines, industriels, commercial, financier. Donc, elle veut sa place. Au fond, le monde pour les Chinois, c'est trois morceaux. Il y a un grand continent, il y a un grand océan et il y a une grande île. Le grand océan, c'est l'océan Pacifique, dont on sait qu'il représente 60 à 70% de la surface du globe. C'est immense. D'un côté, il y a une île, c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et puis, il y a un grand continent qui est le nôtre. C'est-à-dire, c'est l'Asie, c'est l'Europe, c'est l'Afrique, c'est la Russie. Ces quatre morceaux qui sont d'ailleurs soudés au milieu par qui? Par Israël. Et il existe une carte où on voit Jérusalem comme une pistille de fleurs et les trois pétales, c'est l'Asie, l'Europe et l'Afrique. On retrouve ce schéma donc de ce grand continent. Et l'ambition de la Chine sur ce grand continent, c'est d'en faire le centre d'activité économique principal et évidemment à partir de la Chine. La Chine n'allait pas au centre géographique du grand continent, c'est plutôt Israël qui l'est. Mais Israël, c'est tout petit, n'a pas les moyens. Eux, ils sont dans un bout de cet ensemble, mais ils vont le contrôler parce qu'ils seront au départ et à l'arrivée des voies de communication. Alors, quand on dit aux Chinois, mais vous allez nous dominer, vous allez nous vendre tous vos produits, ils répondent, on le fait déjà, donc on le fera de manière plus économique, donc vous allez profiter de la baisse des prix de transport pour avoir des produits toujours aussi bons et encore moins chers. Et puis, comme ces routes sont dans les deux sens, rien ne vous empêche d'exploiter et d'utiliser toutes ces voies de communication pour nous vendre vos propres produits. Donc, c'est un projet plutôt, si je reprends tous vos termes, plutôt d'influence. Voilà, moi, je suis la Chine, je suis importante, j'ai les moyens, j'ai envie de travailler avec le monde entier. Et donc, je vais faire en partenariat, parce que tous les projets qui vont être mis bout à bout, ce n'est pas la Chine toute seule qui va les financer. Déjà, la banque dont je vous ai parlé, eux, ils financent la moitié. Et puis, tous les projets qui vont être financés et organisés dans ce grand continent vont être cofinancés par la banque
et par les pays qui seront traversés. Si on fait, et on va en parler, des choses en Israël, et ben Israël prendra sa part du financement de ces infrastructures. Donc c'est un projet, je dirais pas de domination, non pas de volonté d'hégémonie parce que c'est pas la peine. C'est juste un projet qui montre au monde entier que la Chine, bah, c'est la première puissance mondiale et qu'elle entend jouer son rôle de grande puissance sans forcément dominer les autres, mais être au moins à égalité avec les autres. Alors, vous en parliez un instant. Quels sont les projets concernant Israël et aussi ses voisins, les pays arabes voisins ou musulmans voisins au Moyen-Orient? Qu'est-ce que ça signifie la route de la soie chinoise au Moyen-Orient aujourd'hui? Alors, c'est une question compliquée. Quand on regarde la carte, la première carte où on voit une grande flèche qui relie la Chine et l'Europe, on ne voit pas très bien par où elle passe. Elle peut passer par la Russie, comme elle peut passer un peu plus au sud, elle peut passer par la Turquie, mais elle peut passer aussi par Israël. Ce n'est pas montré et donc il y aura plusieurs routes. Pour Israël même, aujourd'hui, il y a trois grands projets qui sont en cours d'exécution et un quatrième qui est dans les cartons. Le premier projet, c'est le métro de Tel Aviv. Les deux autres projets sont les réhabilitations, les modernisations des deux grands ports israéliens, Ashdod et Haïfa, par les Chinois. Et le quatrième projet, qui n'est pas encore décidé, mais qui est intéressant, c'est une voie ferrée qui relierait Eilat avec Ashkelon et qui, au fond, serait en parallèle du canal de Suez. Ce canal de Suez dont je parlais tout au début, qui est vital, c'est une artère vitale des communications commerciales du monde entier. Et si jamais il était bloqué pour une raison ou pour une autre, on aurait une alternative terrestre qui virait. Tous ces projets-là, Israël en avait besoin de toute façon, avait fait des appels d'offres, avait trouvé que la Chine était le moins cher, offrait les meilleurs délais et surtout offrait les financements, parce que c'est ça qui compte. Le budget israélien, il est contraint par tout ce qu'on connaît, surtout aujourd'hui. Donc c'était une très bonne idée de confier ça à des Chinois parce qu'ils préfinançaient tout ça et on remboursera sur 10, 15, 20, 25 ans ce qu'ils nous auront prêté. Et alors ces projets ont été rangés par la Chine sous cette grande ombrelle route de la soie, mais elle pourrait ne pas l'être. En revanche, on voit bien tout l'intérêt de la Chine pour le Moyen-Orient. Alors ça, c'est la deuxième partie de votre question. Si vous voulez, j'y réponds tout de suite. Le Moyen-Orient pour les Chinois, d'abord, c'est ce grand bloc qui est entre eux et l'Europe. L'Europe, c'est leur destination finale, c'est le grand marché mondial. Mais le Moyen-Orient lui-même, c'est une zone extrêmement précieuse pour les Chinois. C'est là qu'ils achètent le pétrole. Ils ont deux grands fournisseurs. Le premier, c'est l'Arabie Saoudite. Le deuxième, c'est l'Iran. Et donc, comme tout bon acheteur, ils ont au moins deux fournisseurs. Ils en ont plein d'autres d'ailleurs. Et puis, puisqu'ils achètent beaucoup, ils essayent de vendre beaucoup. Et leur grand marché, c'est précisément les grands pays. C'est des pays qui ont beaucoup d'habitants. C'est la Perse, c'est l'Iran. On leur vend des produits de consommation, des routes, des ports, des raffineries de pétrole, tout ce qu'on peut leur vendre. Et on a bien l'intention de continuer en Chine. La Turquie, c'est aussi un pays de 75 millions d'habitants, c'est un grand marché. L'Égypte, 100 millions d'habitants, c'est un grand marché. Donc tout cet ensemble du Moyen-Orient intéresse économiquement la Chine et peut-être aussi stratégiquement. Et vous parliez tout à l'heure de la Russie, de sa présence qui vise à remplacer le vide créé par un retrait plus ou moins partiel ou total des Américains. Les Chinois aussi sont invités à remplir ce vide. Ils sont encore hésitants parce que c'est une région qui est complexe. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains partent. Ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas. Et ils sont candidats à faire des choses. Et alors tout ça se verra dans les années qui viennent. Vous les signaliez à l'instant, il y a aussi des opportunités pour Israël et pour les pays arabes avec cette nouvelle route de la soie, mais aussi des dangers. Et ces dangers ont été mis en exergue tout récemment lorsque les Américains ont tapé du poing sur la table en demandant à Israël de veiller au grain, puisque la présence, en ce qui concerne notamment la réfection du port de Haïfa et de celui d'Ashdod, mais surtout celui de Haïfa, la présence de milliers d'ingénieurs et d'ouvriers chinois avec tout leur appareil informatique et cybernétique dans un port comme celui de Haïfa aurait pour les Américains des conséquences importantes et peut-être aussi pour Israël, puisque il peut y avoir de l'espionnage industriel, de l'espionnage sécuritaire, et les Américains ont demandé dorénavant à Israël de sous-peser ses investissements, les investissements étrangers, et notamment ceux de la Chine,
au pays d'Israël, en leur demandant de les informer et de bien considérer les conséquences que pourrait avoir une présence chinoise technologique et cybernétique auprès donc de certaines infrastructures sensibles en Israël. Et donc, il en est ressorti un comité interministériel qui s'est créé il y a quelques mois en pleine crise du corona pour examiner justement les implications des investissements étrangers au pays des Hébreux, j'allais dire, au plan sécuritaire et au plan géopolitique. Alors, est-ce que, comme certains le disent dans des tribunes d'opinion, et certains spécialistes l'ont dit, est-ce qu'Israël devra faire le choix entre Pékin et Washington, ou est-ce que c'est conciliable malgré tout? Bon, lourde question, elle est tout à fait centrale. Je commence par la fin. Israël, mais au fond, tous les autres pays, tous les pays européens, la France en particulier, le Japon, l'Angleterre, tous les pays sont devant ces mêmes questionnements. Est-ce que je dois choisir un camp? Et au fond, aucun pays, aucun, n'a envie de choisir. Ils ont tous envie de travailler évidemment avec les Américains et aussi avec les Chinois et aussi. Et donc, ils vont essayer de naviguer entre les deux. On voit bien l'Europe qui hésite, etc. Israël, c'est un cas très particulier parce qu'elle a un rapport avec l'allié américain qui est le seul soutien militaire à Israël. Donc c'est vital, c'est existentiel. Et en même temps, pour Israël, la voie de l'Est, l'ouverture vers l'Asie est aussi tout aussi vitale. Si on va déjà sur le concret, aujourd'hui, les contrats qui ont été passés avec les Chinois sur Haïfa et sur Ashdod seront exécutés. Ils seront faits. Le métro de Tel Aviv, qui est construit en partie par les Chinois, sera fait. Donc, on ne revient pas en arrière. En revanche, Israël promet aux Américains d'être un peu plus vigilants et au fond de leur en parler un petit peu avant s'il y avait d'autres projets qui venaient. Donc, ce comité dont vous parlez existe. D'ailleurs, il existait déjà dans beaucoup de pays du monde. C'est tout à fait naturel pour un pays de scrutiner, d'analyser les projets d'investissement étrangers. D'ailleurs, le comité, il n'est pas dirigé contre la Chine, il est vis-à-vis de tous les investissements étrangers. Évidemment, c'est la Chine qui est visée. Et on regardera si cet investissement met en danger les intérêts stratégiques d'Israël et indirectement des Américains. Pour l'instant, ce n'est pas le Israël qui cas. est quand même un pays en guerre, il faut le dire. C'est aussi pour ça. Oui, mais bon, toute la région est en guerre et au fond, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que ce projet des routes de la soie, c'est d'apporter la prospérité à tous les pays qui sont traversés, y compris le Moyen-Orient, pour la paix. C'est un peu l'équivalent du plan Trump qui dit aussi qu'on ne trouvera la paix dans la région que par la prospérité. Donc en faisant du commerce et en apportant de la prospérité par des voies de communication, on ira vers la paix. Donc, si vous voulez, la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur de la Chine? Alors, cette peur de la Chine, elle est récurrente. Souvenez-vous, à la fin du 19e siècle, on parlait du péril jaune. Et puis, les choses avaient changé. Depuis 72, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Nixon et Kissinger étaient venus à Pékin, ils s'étaient embrassés avec Mao Tse-tung, c'était la réconciliation. En 79, il y a eu des relations diplomatiques rétablies entre les États-Unis et la Chine. En 1992, c'est Israël qui établissait des relations diplomatiques avec la Chine. Donc on est des partenaires tout à fait officiels. Et puis les Américains, entre 1980 et encore il y a 2 ans, étaient tout à fait en phase de coopération avec la Chine. Si vous allez en Chine, vous voyez des dizaines et des dizaines de firmes américaines implantées, des usines. En ce moment, Tesla, celui qui lance des fusées dans l'espace SpaceX et qui fabrique une voiture électrique qui s'appelle Tesla, la voiture Tesla, il s'ouvre en ce moment une usine à Shanghai pour en fabriquer 300 000 par an. En ce moment, en pleine guerre économique entre les États-Unis et la Chine, une firme américaine très proche des milieux militaires américains investissent. Donc, vous voyez on est encore dans un flou, on n'y est pas encore. Mais pendant 40 ans, entre 1980 et 2020, les Américains et les Chinois coopéraient, et je dirais, ils coopèrent toujours. Et puis, il y a eu cette rivalité qui est venue, dont on parlera peut-être, et qui fait qu'aujourd'hui, les Américains ont peur de la Chine, veulent ralentir leur développement
essaye de les isoler. Et pour les isoler, il faut que tous les amis des Américains se rangent du côté américain, et à commencer par Israël. Alors, au titre de la nouvelle stratégie chinoise, il y a aussi ce rapprochement qui inquiète pas mal Israël, ce rapprochement qui fait partie peut-être en tant que sous-ensemble de la route de la soie, la nouvelle route de la soie, c'est le nouvel axe stratégique entre la Chine et l'Iran, puisqu'il est question dans les 10 ans qui viennent que la Chine investisse 400 milliards de dollars en Iran, à la fois pour rehausser le niveau de la défense et de l'armée iranienne, qui n'est pas très brillante au niveau notamment de son aviation, mais aussi au niveau des grandes infrastructures. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Daniel, de cet axe stratégique qui pourrait tout de même inquiéter Israël? Entre Israël et la Chine, les grandes affaires ont commencé il y a une dizaine d'années. Il se trouve que j'étais en Israël et d'ailleurs j'ai participé à l'organisation des premières missions d'hommes politiques et d'hommes d'affaires chinois en Israël, où ça se passait très bien. Évidemment, les premières questions que les Israéliens ont posées, c'est: mais vous êtes des amis des Iraniens? Et les Chinois ont dit: mais vous le savez très bien, c'est officiel, on vote au Conseil de sécurité toujours contre vous, Israël, et on ne va pas changer. Et donc, on vous propose de séparer l'économie et la politique. Avec vous, on va faire des affaires, notamment dans les domaines des hautes technologies, mais pas que, des infrastructures aussi. Et puis, avec l'Iran, ben, on va garder nos liens. On va aussi garder nos liens avec l'Arabie Saoudite et avec la Turquie, parce que nous, on est l'ami de tout le monde. Et alors, pour l'Iran. L'Iran, c'est pas nouveau, hein. L'Iran étant depuis très longtemps, des dizaines d'années, fournisseur de pétrole, achète énormément de choses à la Chine, y compris des armes. La Chine est un pouvoir d'armes. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus sophistiqué. Ils ont un petit peu de retard. Sur l'Iran, c'est la Russie qui est le premier fournisseur. La Corée du Nord est aussi un fournisseur. Et puis il y en a des dizaines d'autres parce que chacun trouve une part de marché. Et la Chine, elle est d'accord pour fournir ce qu'elle peut fournir, ce qui n'est pas vraiment essentiel parce qu'ils n'ont pas les armes les plus sophistiquées du monde. Ils sont encore obligés ils sont encore dépendants du reste du monde. Donc, si vous voulez, pour l'Iran, l'annonce de ce grand plan de 400 milliards qui a fait beaucoup de bruit, au fond, ça change absolument rien, d'autant plus que cet accord n'est pas signé. On pense qu'il y a eu même des fuites qui n'ont pas plu aux Chinois. Et donc, c'est juste une confirmation que pour la Chine, et ça c'est très important, il y a des acteurs très solides et fiables pour eux au Moyen-Orient, qui sont les vieilles civilisations. Les Chinois qui sont eux-mêmes une, une des plus anciennes civilisations, ils aiment bien parler avec des pays qui ont du passé. Alors pour eux c'est la Perse, pour eux c'est l'Empire ottoman, mais c'est aussi la civilisation juive parce qu'ils la connaissent bien et donc ils disent: vous êtes une des plus vieilles civilisations, avec vous on parle avec des gens qui ont de la profondeur intellectuelle, donc on aime bien parler avec vous. Donc je pense que pour l'Iran, la Chine continuera à être un ami des Iraniens, ami au fond de tout le monde, et pour Israël, c'est pas mauvais de voir un grand pays avec lequel on est en bonne relation, a de bonnes relations avec ses ennemis, il peut être à la fois un facteur évidemment de renforcement économique du pays, mais il peut être aussi un acteur d'apaisement en disant aux Iraniens: nous avons beaucoup d'intérêt aujourd'hui en Israël, nous avons acheté des entreprises, ils ont acheté une entreprise chimique, ils ont acheté les fameux cosmétiques de la mer Morte, ça appartient à Rava, ça appartient aux Chinois. Tnuva, le plus grand producteur de produits laitiers israélien, appartient aux Chinois. Donc tout ça est à nous, venez pas nous le bombarder. Vous voyez, donc c'est une approche géopolitique évidemment subtile et complexe. Et d'ailleurs en Israël, on ne fait pas grand cas de ce traité de 400 milliards qui n'est pas encore signé. Vous en parliez vous-même, Daniel. Il est vrai que cette route de la soie offre des opportunités pour Israël, même vu sa petite taille, parce que euh, au niveau technologique, au niveau de certaines niches, il y a des apports possibles d'Israël auprès de la Chine. Et puis c'est aussi parce qu'Israël a besoin, même en conservant son allié américain, qui est un allié traditionnel incontournable, a besoin, comme le disaient en leur temps des grands hommes politiques israéliens comme Yitzhak Shamir et Shimon Peres, a besoin de s'ouvrir au marché asiatique et s'ouvrir aux horizons asiatiques qui ne sont pas seulement économiques, mais qui sont aussi des ouvertures, j'allais dire, civilisationnelles, diplomatiques et culturelles. Et évidemment, Israël a tout intérêt
même par rapport à des défaillances éventuelles dans les années, les décennies qui viennent du traditionnel allié américain, a besoin de s'ouvrir à des alliés, à des alliances asiatiques. Il y a celle de la Chine, il y a celle de l'Inde. Et donc, est-ce que vous pensez que là, il y a, oui, des points à marquer pour Israël? Écoutez, c'est deux questions à la fois distinctes et bien reliées par tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait très juste. Vous avez d'un côté le monde qui aujourd'hui se structure autour des deux grandes puissances mondiales, qui sont les États-Unis et la Chine. Ça, c'est acquis. À L2, ces deux puissances, c'est près de 40% de la richesse mondiale. Donc, c'est vraiment les deux poids lourds de l'économie et de la politique et de la puissance. Et donc, leur rivalité, elle est au centre du jeu mondial et tout va tourner autour de ça, tout, y compris les solutions au Moyen-Orient. Et puis, au milieu de cet affrontement de grands, vous avez des petits pays. Il y a la Suisse, il y a Singapour, mais il y a surtout Israël, qui essaie de trouver aux interstices leur place. Et ils y arrivent. Ils ne sont pas nombreux, une dizaine de pays qui font moins de 10 millions d'habitants, mais qui, par leur intelligence et leur capacité, vous l'avez très bien dit, à apporter des solutions aux grands problèmes de la Chine, mais aussi de l'Inde, qui s'appellent se nourrir, l'eau, les déchets, les nouvelles énergies, et tous ces deux grands pays qui ont des problèmes énormes vis-à-vis de leur population, viennent chercher des solutions. Et Israël, c'est un pays où il y a des solutions. C'est pour ça qu'Israël est au cœur aussi de ce débat planétaire. Mais si on revient à la politique de puissance et à l'impérialisme chinois, on est au cœur d'un débat qui a commencé il y a à peu près 2 ans, quand Trump a commencé à agresser la Chine en disant vous nous vendez trop et vous nous achetez pas assez. Et depuis, cette rivalité est devenue un conflit. Et on parle même de nouvelle guerre froide, parce que c'est ça la question. Alors, celui qui mène la bataille du côté américain, c'est Mike Pompeo. C'est plus du tout Trump. Trump, lui, s'occupe de sa réélection et soigner son virus. Mike Pompeo, il a dit une chose très simple, il dit on ne peut pas laisser un pays communiste devenir la première puissance mondiale. Il ne parle pas d'impérialisme américain, chinois. Il dit ils sont trop gros, ils vont devenir encore plus gros. C'est vrai, ils sont 1,4 milliard, les Américains, seulement 350. Ils sont 4 fois plus nombreux que les Américains. Donc la capacité pour la Chine d'être 4 fois plus puissante un jour que les États-Unis existe. Tout d'un coup, les Américains disent, mais c'est vrai, donc ça suscite évidemment des craintes. Et donc les Américains ont entrepris de ralentir la croissance chinoise, d'isoler les Chinois en ralliant tous ses amis autour de son propre camp, vous l'avez très bien dit. Et alors, que va devenir le monde autour de ça? Et est-ce que la Chine est vraiment une puissance impérialiste? Alors, si vous regardez l'histoire de la Chine, c'est une puissance qui est plutôt défensive. Le symbole de la Chine, c'est la muraille de Chine. La muraille de Chine a été faite pour protéger la Chine des invasions extérieures, notamment des Mongols. Ils les ont eu quand même, les Mongols. Les Mongols, ils ont régné sur la Chine pendant 2 siècles, le 12e et 13e siècle. Ils sont revenus au 15e siècle sous forme de Mandchous, qui sont aussi des Mongols, et ils ont été la dernière dynastie chinoise. Donc, ils ont été plusieurs fois envahis. Et tout le souci des Chinois, c'est surtout d'avoir des consolidations tout autour de ces frontières. Donc, le problème chinois, c'est la Mongolie. C'est la province de l'Ouest, le Xinjiang, là où il y a des Ouïghours. On entend beaucoup parler de ces musulmans qui seraient persécutés par les Chinois. Non, c'est que les Chinois veulent conserver cette province parce que ce sont des zones tampons qui empêchent l'extérieur d'arriver sur eux. Et puis aussi le Tibet d'où part l'eau de toute l'Asie, un château d'eau. Donc c'est vital comme défense et comme approvisionnement en eau de toute la région. Donc la Chine, elle se préoccupe que de ça. Elle n'a pas envie d'aller étendre son empire ailleurs. En tout cas, toute son histoire Ni ne le montre proposer son pas. Et système. son ambition affichée, c'est plutôt d'être un partenaire en disant, nous, on verrait bien un monde co-géré par les États-Unis et nous, à une seule condition, c'est qu'on réécrive les règles du jeu parce qu'elles ont été écrites par les Occidentaux entre 1492, Christophe Colomb, et 1992, date de laquelle
La Chine a vraiment pris son envol. Pendant 500 ans, vous avez été les patrons, vous avez écrit les règles du jeu. Nous, on veut bien entrer dans le club mondial à parité avec vous, mais on veut réécrire les règles. C'est ça l'essentiel de la discussion. Et c'est pour ça que cette guerre froide, elle n'est pas encore établie. Ça va d'abord dépendre des élections, puis ça va dépendre des pays tiers comme Israël et les autres, qui seront des facteurs de recherche de compromis. Parce que s'il y a bien une chose que tous les pays ne veulent pas, c'est une nouvelle guerre froide. La première, elle a duré 40 ans. Celle-là, si elle dure aussi 40 ans, elle va détruire la prospérité mondiale. Ça a déjà commencé parce qu'on a des crises économiques qui s'accumulent. Celle du Covid va entraîner une crise économique. On n'a pas besoin d'ajouter à cette crise-là une crise économique issue de la rivalité des deux puissances. Donc il y a un besoin d'apaisement. Il viendra des pays tiers, dont Israël, qui peut parler aux deux, parce qu'il a une autorité morale, peut-être intellectuelle. Et donc, c'est autour de ces réponses qu'on peut évaluer le danger ou le non-danger chinois. Moi, je crois que, enfin, moi qui connais bien la Chine, j'y vais depuis 40 ans, je ne vois pas dans ce pays une puissance agressive. Je crois qu'ils pensent que leur civilisation chinoise, elle est bonne que pour eux. Ils n'ont pas du tout envie de la propager ailleurs. Ils ne sont pas colonisateurs. Ils ont un pays assez grand, hein, c'est un continent. Donc, l'Amérique, elle a une peur peut-être justifiée par la puissance chinoise. Et c'est entre ces deux limites, la peur et puis la prospérité, qu'on va essayer de trouver des compromis dans les années qui viennent. Ça va durer. Ça va durer. Eh bien, c'est sur cette note assez optimiste, Daniel, où on dégage finalement, même malgré sa petite taille et son petit poids démographique, on dégage des perspectives à l'Est. À l'Est, il y a du nouveau peut-être pour Israël, c'est ça qu'on pourrait dire. En tout cas, merci Daniel d'avoir participé. On se garde et on se réserve la possibilité de vous réinviter sur le plateau Kalita pour d'autres éclairages. Ce sera avec plaisir. Au revoir. Merci, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt.